Cosa Vostra. Il y a de moins en moins de voitures à Paris. Aujourd'hui, Paris, il y a une personne sur 3 qui a une voiture et c'est un chiffre qui est en baisse. Et il y a de plus en plus de deux roues, donc de scooters, de motos, de vélos électriques aussi. Et il faut s'adapter à cette nouvelle demande. Et quelqu'un qui veut se faire plaisir, qui met 7, 8, 10 000 euros dans un beau scooter, une belle moto, il est prêt à payer 45 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros pour garer son scoot ou sa moto à proximité de son bureau, à proximité de son habitation. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Et bien c'est parti, je suis très content de cet épisode. Je dis ça presque à chaque épisode, Alexandre, tu vois, c'est pas très original, mais celui-là, ça faisait longtemps que je voulais le faire parce que comme je te le disais, le parking pour moi c'est un sujet et j'ai testé quelques incursions dans cet univers, mais toi, tu as fait plus que quelques incursions. Je suis ravi de t'accueillir sur La Martingale. Alexandre Lacharme. Salut Alexandre. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. Alors toi, t'as acheté une quarantaine de parkings, je crois, t'es assez jeune encore. J'ai 34 ans. 34 ans. 35 ans au mois d'avril prochain, ça passe, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé, effectivement, il y a 8 ans, donc en 2012-2013 à acheter mon premier parking. Mais aujourd'hui, c'est ça, ouais, 34 ans. 8 ans, 40 parkings, ça fait une bonne cadence quand même. Hein. Que j'ai accéléré ces dernières années. Ok. Ouais. Alors le parking, on le rappelle, toi tu fais pas que du parking à Paris, c'est important, tu vas nous raconter ça parce que c'est pas un business qui est uniquement parisien, d'une part, et on rappelle, alors généralement on y va pour le rendement et aussi pour différentes raisons, un peu souvent légales, parce que typiquement expulser quelqu'un d'un parking, s'il te paye pas, c'est quand même plus simple que d'expulser quelqu'un qui ne te paye pas, probablement pour de bonnes raisons, hein, parce que la plupart des gens qui te payent pas, généralement c'est qu'ils peuvent pas, et les mettre dehors de chez eux c'est compliqué, enfin même si c'est chez toi, alors que bon, mettre leur voiture dehors c'est moins compliqué, même psychologiquement. Bah exactement Mathieu, en fait un des avantages, on y viendra dans l'épisode, mais un des avantages du parking c'est que tu as un bail beaucoup plus souple de location, tu n'as pas de trêve hivernale, tu as une rédaction libre du bail, tu peux mettre dehors le mauvais payeur, donc c'est beaucoup plus simple, et en plus de ça, quand tu as un certain nombre de parkings, tu dilues le risque si tu as un impayé. Alors que quand tu gagnes 1000, 2000, 3000 euros sur un appartement, sur un studio, si tu as un mauvais payeur, c'est un problème si tu as un crédit en face. Donc effectivement, le parking, on peut le faire partout en France. C'est pas uniquement focus sur la ville de Paris. Après, il y a des différences d'intérêt, d'exploitation commerciale entre Paris et d'autres villes. Oui, j'imagine que si tu t'investis dans un gros parking dans une zone rurale où tous les gens ont de la place devant chez eux, ça a peu d'intérêt. On est quand même sur des endroits où il y a une grosse densité de population, c'est l'idée ? Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi principalement Paris, parce qu'on ne peut pas se garer. Tu sais très bien, là on est dans le 17e, on peut pas se garer, c'est très compliqué. Donc l'intérêt c'est de le faire là où il y a beaucoup de demandes, mais c'est pas forcément uniquement à Paris. Et où ailleurs alors ? Sur la Côte d'Azur j'imagine, non ? Sur la Côte d'Azur, ça dépend où. J'en ai un à Cannes, dans le centre-ville, rue d'Antibes, à côté de la Croisette, pour ceux qui connaissent. Donc là, effectivement, il y a de la demande parce que tu es dans l'hypercentre. Ouais. Et tu as tous les commerçants qui ont besoin de se garer. Mais tu peux le faire à Bordeaux, tu peux le faire à Lille, tu peux le faire à Lyon, tu peux le faire un peu partout. C'est pas spécifique. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est combien ça coûte de se prendre une amende, quel est le prix du stationnement dans les parkings, à quel point c'est difficile de stationner, et une fois que tu cibles qu'il y a une vraie demande, tu penses comme un entrepreneur, tu te dis bon, il faut que je crée une prestation de service. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai commencé, je me suis dit il faut que je crée un service où la personne qui a sa voiture ou sa moto ou son scooter peut se garer pour quelques dizaines d'euros, ça évite des dégradations. Donc ça, c'est important de ressentir ça. Ah oui, on va revenir là-dessus parce que toi aussi, c'est champion sur un truc, c'est transformer des places de parking de voitures pour des deux roues. Hein. Ça a été ma spécialité en fait.
Et à l'époque, il n'y avait pas de marché. C'est-à-dire qu'en 2012, tu avais peut-être 1 ou 2 personnes qui faisaient ça à Paris, mais il n'y avait pas de marché. Déjà, moi, je me garais sur les trottoirs en 2012. Mais tu pouvais à l'époque. Aujourd'hui, tu prends une amende. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y en a qui ont fait du parking avant moi, bien entendu, qui en ont eu beaucoup plus que moi. Mais moi, la différence, c'est que je me suis dit, il y a de moins en moins de voitures à Paris. Aujourd'hui, Paris, il y a 1 personne sur 3 qui a une voiture, et c'est un chiffre qui est en baisse. Et il y a de plus en plus de 2 roues, donc de scooters, de motos, de vélos électriques aussi. Et il faut s'adapter à cette nouvelle demande. Et quelqu'un qui veut se faire plaisir, qui met 7, 8, 10 000 euros dans un beau scooter, une belle moto, il est prêt à payer 45 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros pour garer son scoot ou sa moto à proximité de son bureau, à proximité de son habitation. Et en plus, une moto électrique, c'est 30 000 euros en ce moment. Donc en effet, tu ne vas pas la laisser traîner dehors généralement. Non, et en plus de ça, les copropriétés maintenant vont installer de plus en plus des prises. Et chaque copropriétaire a le droit à la prise, ce qu'on appelle le droit à la prise. Il peut installer lui-même une installation. Dans tous les syndics que j'ai, parce que je suis client d'un certain nombre de syndics, parce que c'est pas un seul lot que j'ai, c'est un peu partout dans Paris. C'est pas encore dans les conversations d'avoir une installation électrique, mais ça va venir. C'est pas con ça. Je vais faire installer des prises un peu partout. Ouais, que ça a un coût quand même. Hein. Ok, non mais ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de moins en moins de voitures, mais alors moi c'était la remarque que je me faisais, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, je te l'ai dit, moi j'en ai acheté quelques-uns à droite à gauche, dont aussi ici là où on se trouve en effet en dessous de cet immeuble dans le 17e, et je pourrais te raconter l'anecdote, mais il y a de moins en moins de parking, il y a de moins en moins de voitures, il y a toujours plus ou moins autant de parking, ou aussi peu de parking. Non, t'en as 170 000 à l'extérieur, sur la voirie. Et le gouvernement de la maire de Paris, Anne Hidalgo, veut en supprimer la moitié d'ici la fin 2026. Oui. Donc tu vas avoir... Tu parles de place, pas de parking. Mais de place extérieure sur la voirie. Tu auras 70 000 places qui vont disparaître au profit d'espaces pour les vélos, pour les trottinettes, d'espaces verts. Il y a aussi une consultation vers les Parisiens qui a eu lieu à la fin de l'année dernière pour voir ce qu'on voulait en faire, peut-être même des installations sportives de plein air. Ça, c'est une tendance à Bordeaux, à Nantes, c'est un peu partout. Hein. C'est un peu partout, bien entendu, mais Paris, c'est une exception. C'est beaucoup plus marqué à Paris parce qu'effectivement, la politique de Paris veut désengorger Paris de la voiture. Donc c'est encore plus marqué à Paris, mais c'est une tendance générale. Mais parce que donc voilà, dans les paramètres à prendre en compte, il y a aussi en effet, tu le disais, les amendes, c'est-à-dire que depuis que la verbalisation est devenue privée, semi-privée, je sais pas exactement comment, avec ces voitures qui passent là et qui te cartonnent dès que tu as 4 minutes de retard pour payer ton parking, du coup aussi en effet ça coûte beaucoup plus cher parce que il y a encore 4 ou 5 ans, tu laissais ta voiture dehors, de temps en temps tu avais 2 jours sans prendre une amende, là ça n'arrive plus jamais. Donc ça te coûte beaucoup plus cher aussi. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a moins de place, il y a plus d'amendes. Alors même si au final il y a un peu moins de voitures, le prix des parkings, en tout cas dans pas mal de villes, a une tendance quand même à flamber, quoi. C'est ça ? Tout à fait. Et en location et à l'achat ? Et en location et à l'achat. À l'achat aussi, ça augmente et ça va encore plus augmenter puisque tu as de moins en moins de place à l'extérieur. Donc fatalement, les prix sont tirés vers le haut. Bien entendu, moi, quand j'ai acheté ma première place, on peut donner l'exemple, tu vois, on était en 2013. C'était où ? Alors, c'était rue Ordonnaire dans le 18e arrondissement. Okay, je vois pas très très loin d'ici, à côté du métro Mercader Poissonnière. Donc, tu avais 28 ans ? J'avais... non, avant ça, pardon, tu as 34, donc tu avais 26, 26. Tu bossais ? Alors, je bossais, j'étais en alternance, donc je bossais, mais sur un contrat d'apprentissage. Tu avais de l'argent ? J'avais pas d'argent, j'avais rien. Donc ça, c'est... Zéro apport ? Zéro, hein, j'avais rien du tout. Moi, j'ai commencé, j'avais vraiment from scratch, quoi. Tu vois, j'habitais à Villiers, dans le 17e, à Paris, rue des Dames, rue de Lévis, pas très loin d'ici. Et je faisais un boulot de commercial, de sales, tu vois, dans une petite agence de com spécialisée dans les produits bio. Et je gagnais très peu, tu vois. Et c'était beaucoup de prospection téléphonique, c'était très dur. Donc, j'étais vraiment dans le grind, tu vois. Et ça m'a beaucoup formé et servi dans l'immobilier. Et dans les bureaux étaient vers le PEC, dans le 78. Et sur le chemin, je me dis, il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent parce que bon, j'ai beau me donner à fond, j'ai pas assez de variables et je vis à Villiers, je suis dépensier, j'étais pas très loin des grands magasins, j'adorais les montres, les belles chaussures, les costards, etc. J'ai toujours aimé ça, tu vois, à force de regarder des films de Marlon Brando. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Et l'immobilier, c'était intéressant. Et je regarde l'immobilier, acheter une place, combien ça se loue.
Et je me dis, il y a quelque chose à faire. Et puis ensuite, je vais sur les applications quand je rentre au bureau. Le parking, parce que j'avais pas assez d'argent. J'avais 5 ou 6 000 euros de fonds propres. C'était toutes mes économies. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour 5-6 000 euros? Alors, une place de voiture, c'est compliqué parce qu'en moyenne, ça va être 25-30 000 euros la plupart du temps. C'était le prix de ta première place, ça? Non, pas du tout, tu vas voir. Et là, je vais sur les applis, tu vois, je vais sur Se Loger, à la pause café, discrètement. Je regarde et puis je mets par ordre de prix le moins cher, tu vois. Et là, je vois une place 4 000 euros. 4 000 euros net vendeur dans le 18e. Alors, c'était une petite place moto, où tu pouvais mettre une ou deux motos, enfin surtout une au départ, maintenant j'en ai mis 2. Et 4 000 euros, je me dis c'est bon. Je regarde mon compte, j'avais pas beaucoup plus, je crois que j'avais même pas de quoi payer les frais de notaire en plus. Je prends rendez-vous avec le vieux commercial La Forêt, le vieux commercial, et puis je vais le voir dans son agence. Un commercial à l'ancienne avec des coupes derrière, tu sais, chez Century 21, le commercial. Meilleur vendeur. Voilà, meilleur vendeur. Tu vois, je pense que ça a changé, ça, mais c'était encore très présent. Et il me regarde comme un martien. C'est la totale, hein. Il aime Marlon Brando, il nous projette dans son film. Ah ouais, c'est storytelling, tu vois, c'est à force d'aller aux États-Unis. Et du coup, et là, il me voit arriver, tu sais, les cheveux bouclés, le sac à dos, les Converse, tu vois, comme un ado attardé, j'avais l'air, tu vois. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut acheter une place de parking à 4 000 euros? Et moi, je me dis, si, je vous assure, je veux l'acheter, je l'achète. Donc, je négocie pas, je l'achète, et puis je mets une moto tout de suite à 45 euros. Donc, juste savoir, hein, bon à savoir, parce que on me l'a déjà fait dans l'immobilier, quand tu as un prix affiché, j'imagine que c'est pareil sur les parkings, hein, tu as quelqu'un qui vend, et c'est pareil en dehors de l'immobilier, un prix affiché à 4 000 euros, si tu arrives, que tu fais une offre, il n'a pas le droit de la refuser au prix. C'est-à-dire qu'autant on a le droit de te refuser une négo, si tu dis, moi je te donne 3 900 pour ton truc que tu vends 4 000, il a le droit de dire non. Mais quand quelqu'un te dit, et ça on me l'a fait sur ce bureau en l'occurrence, hein, quand je l'ai visité, j'ai dit ok, je le prends, sachant que tu peux te rétracter. Donc finalement, je me suis dit, bon, attends, tu sais quoi, je vais dire je le prends, puis je me débrouillerai après. Ouais. Ça me semblait beaucoup trop gros, mais je l'ai fait quand même. Et l'agent immobilier m'a dit, ok, je vais voir. J'ai dit non, c'est tout vu en fait. Vous êtes en train de me dire qu'il est à vendre, vous me donnez un prix, je vous l'achète au prix, il est à moi. Il dit non, mais c'est plus. Je dis non, c'est pas plus compliqué que ça. Donc juste, il faut le savoir parce que quand tu es plus jeune, si vous nous écoutez, si vous faites une offre sur un prix, mais que ce soit un particulier ou un professionnel, quand il y a une offre à un prix, si vous mettez le prix en face, et c'est pour ça qu'il faut savoir de temps en temps si le prix est bon, ne pas le négocier et dire je prends à 4 000 euros. L'agent en face, il peut pas te dire non. Toi, tu pourras lui dire dans la semaine qui suit, je crois, je reviens sur mon truc, ou j'ai pas eu le financement donc je peux pas, mais c'est hyper important. C'est très vrai ce que tu dis. Après, dans les faits, effectivement, c'est parfois un peu plus compliqué parce que l'acquéreur se dit je préfère quelqu'un qui a les fonds et qui n'a pas de conditions suspensives d'obtention de prêt. Oui, mais encore une fois, si tu as donné une offre au prix et qu'elle est écrite, obligé d'accepter. Ce sera à lui de te fournir la preuve qu'il a eu une autre offre avant toi. Tout à fait. Et cette preuve, il faut réussir à la fournir. Et sur des trucs à 4 000 euros, ça vaut peut-être pas le coup de s'engager avec un avocat. Sur des biens immobiliers à beaucoup plus cher, ça peut valoir le coup. Et généralement, l'agent, il veut pas s'embarquer dans un truc comme ça. C'est très vrai ce que tu dis. Ça m'est déjà arrivé, je pourrais te raconter. Donc, cette petite place, 4 000 euros, et je l'ai mis en location 45 euros par mois. Donc, tu vois, tu rajoutais les frais de notaire. À l'époque, c'était élevé les frais de notaire sur les parkings. Ça a changé parce que c'était un forfait, en fait. Parce que le notaire passait autant de temps que pour un appartement. Donc, c'était un forfait. Je crois que j'avais payé quelque chose comme 2 000 euros de frais de notaire. Ah oui, 50% de Donc, c'était très, très élevé. Maintenant, ça a changé. Hein. Mais peu importe, tu vois, j'étais à 6 000 ou 6 500 euros sur cette opération, frais de mutation inclus, et je jouais ça 45 euros par mois. Donc, ça restait très rentable. Et en plus, c'était en fonds propres, il n'y avait pas de crédit. Donc 45 par mois, ça veut dire que tu es à 500 et quelques par an, c'est ça, hein, 45 fois 12, 540 par an. Donc avec tes frais de notaire, il te faut quand même plus de 10 ans pour rembourser. Oui, mais ça reste très rentable quand tu vois que le livret A c'est 0,5. Là, on est sur une rentabilité qui était très intéressante. Ouais, non, il faut 10 ans en effet. Et en plus de ça, en termes de charge, l'avantage sur un parking, c'est que c'est très faible. Ouais. Tu vois, j'avais 3 euros de charge mensuelle. Et aujourd'hui, sur cette petite place qui est ma première, j'ai 2 motos, donc ça me rapporte 90 euros par mois. Ouais. Donc je suis à 90 euros par mois et ça m'a coûté 6 000 euros. Donc je suis à plus de 10%. Très bon. De rentabilité, même nette de charge. Donc j'ai eu certaines OP où j'étais même à 20% de renta.
Okay. Mais en moyenne, je vise 10% sur mon exploitation. Aujourd'hui, pour les acheter, les trouver, tes places, tu les trouves toujours sur Se Loger, sur Le Bon Coin, c'est quoi les techniques Alors, les techniques, c'est le plus classique, c'est Se Loger, Le Bon Coin, développer un réseau aussi d'agents immobiliers, tu vois. Et puis, le plus important, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est d'aller sur le terrain. Ouais. C'est d'aller se balader. Si vous voulez acheter un parking, peu importe où en France, allez vous balader sur le terrain, poussez la porte des agences immobilières, allez voir les gardiens d'immeubles, les gardiennes d'immeubles, allez voir votre notaire, renseignez-vous sur les successions, renseignez-vous sur les ventes aux enchères, parlez-en à votre entourage et allez voir des agences immobilières. C'est pas en restant sur Internet qu'on va réussir à investir dans l'immobilier. Ça, c'est pas vrai. Moi, je me souviens, au début, j'allais pousser les agences immobilières. Bon, j'étais jeune, tu vois, j'avais 25 ans, ils me regardaient un petit peu de haut, et puis ils prenaient pas mes coordonnées. Je me souviens, l'anecdote, c'était, je leur disais, bon, bah, écoutez, je veux acheter des places de parking dans le secteur. Ils me disaient, on n'en a pas, monsieur. Puis je les regardais 2 minutes comme ça, je leur disais, mais vous prenez pas mes coordonnées? Ah, pardon, venez, asseyez-vous, on va discuter. Donc en fait, il faut s'imposer. Il faut pas être arrogant, mais il faut, c'est ce que tu disais dans un autre épisode, il faut avoir confiance en soi, c'est très très important pour être pris au sérieux. Donc imposez-vous, rentrez dans les agences, présentez votre projet, et puis la personne, si elle est professionnelle, doit prendre vos coordonnées et vous référencer dans le fichier. C'est important en fait. Ouais, j'ai l'impression que jamais un agent immobilier m'a rappelé pour une place de parking, moi, en l'occurrence. Mais en fait, ça les intéresse pas parce qu'ils gagnent peu d'argent, mais il faut... Alors, s'ils veulent pas travailler, ils veulent pas travailler. Il faut aller vers les gens qui veulent travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas rentrer... Quelqu'un qui écoute et qui veut acheter un parking, il peut pas se contenter de rentrer dans une agence, qu'on lui réponde « on n'en a pas, au revoir monsieur ». Non, il faut obligatoirement prendre une carte de visite. Il faut s'imposer. 4 000 €, un petit parking sur lequel tu mets 2 motos. Ça me semble vraiment pas cher. Pour tout te dire, le prix du box en dessous ici... à la vente, c'est des box sur lesquels tu mets pas plus gros. Alors là, ça va faire bondir certains des auditeurs qui sont pas à Paris ou qui sont à Paris dans des... Et en fait, il y a des quartiers à Paris, j'ai appris ça moi, qui sont où il y a très peu de place, donc ils sont très chers. Un box ici, dans lequel tu peux garer une voiture qui fait maximum la largeur d'une Golf, parce qu'en fait, c'est des parkings qui datent des années 60-70 et les voitures étaient beaucoup plus étroites, moins larges. Ça coûte à peu près 50 000 €. Ouais, c'est ça, 50 000. C'est 50 000 et un grand parking où tu peux garer un gros SUV. Tu vas louer la place entre 2 et 350 € par mois. Ça vaut plutôt 70 000, 75 000 €. Aujourd'hui, un parking... Le parking, hein. Aujourd'hui, le box, non, vraiment. Aujourd'hui, un parking, si on prend la ville de Paris, par exemple, puis après, je vais parler d'autres villes, mais si on prend la ville de Paris, ça va être pour une moto 9-10 000 €. Pour un emplacement de moto aujourd'hui. Donc 4 000 €, ça va être très compliqué de trouver en 2021, je vous préviens, hein, soyez pas trop déçus. Et ça va jusqu'à 100 000 €. Dans l'hypercentre de Paris, j'ai des parkings dans le 6e, par exemple, à côté du Bon Marché, rue de Sèvres. Et là, une belle place, surtout boxée, ça peut valoir 100 000 €, parfois un peu plus. Différence, hein, juste box, comme ça se dit, c'est une place de parking qui se ferme. Alors ça coûte un peu plus cher. Alors, parce qu'on peut y faire plusieurs choses. Notamment, on peut souvent mettre des étagères, y stocker des choses un petit peu. On peut de temps en temps y mettre... une moto plus une voiture si elle est grande ou différentes choses. Donc c'est plus cher ça. Hein. Tout à fait. Alors on ne peut pas transformer la destination en stockage officiellement. Depuis 1986, pour éviter les problèmes d'incendie, etc., la législation a interdit de transformer une place de parking à destination de voiture en place de stockage officiellement. Depuis 86. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des étagères et ranger quelque chose, mais on ne peut plus le faire officiellement. Donc ça, c'est très très important. Effectivement, il y a la partie emplacement de parking avec 3 coups de peinture, comme moi j'ai principalement, et tu as des box. Donc après, il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Tu vois, le box, c'est plus cher. Mais bon, il y a forcément, si tu as une colocation de moto, il faut que chaque personne lève donc il y a un peu plus d'entretien. En revanche, c'est un peu plus discret vis-à-vis des autres copropriétaires. Ça peut éviter qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs motos sur un emplacement? Donc il y a des avantages et des inconvénients. Tu mets combien de motos? Tu mets que 2 motos dans un box? Ça dépend, non, tu peux en mettre 4. Hein. S'il y a de la place, tu peux en mettre 4. Mais faut bouger les motos qui sont devant pour sortir. Ça dépend, en fait. Ça dépend de la largeur. Il faut laisser un petit passage au milieu. Tu vois, tu fais un petit marquage au sol. Tu vas acheter un pot de peinture ou du scotch double face et tu peux faire un petit truc hyper sympa. Moi, j'ai acheté une double place pas très loin d'ici. J'ai mis 8 motos dessus.
J'ai loué, pour l'anecdote, hein, j'ai mis 8 motos et j'avais pris les rendez-vous en amont, avant même d'avoir signé. Et je me souviendrai toujours que j'ai donné rendez-vous à la plupart en sortant du notaire. Donc, dès que je suis sorti de chez le notaire qui est juste à côté, j'ai donné rendez-vous au locataire. Le mec est une barre de fer. Hein. Ah ouais, moi, je lâche rien. Je suis un bulldog. Et j'ai donné rendez-vous au locataire. Je suis sorti de chez le notaire, il était 16h, jusqu'à 9h du soir. Et toutes les 20 minutes, j'avais un locataire différent. Et j'ai loué les 8 comme ça. J'ai les 8 comme ça, avec un contrat de bail, avec mon RIB, et ça tourne. Et alors, là-dessus, celle-ci, par exemple, tu te souviens du prix d'achat à peu près ? 47 000. 47 000 pour une double place, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et du coup, tu les loues combien les places ? 47 000 et je les loue 50 par moto. 5 fois 8, 40, 400 € par mois. Ouais, t'es très bien en termes de rentabilité. Aucune rotation, ça fait 2 ans, j'ai 0 turnover, tout le monde est content, pas un problème. Et pourquoi rotation, turnover, hein, c'est toujours les mêmes locataires qui sont là depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Les heures après ta signature. Jamais bougé. Et j'ai une liste d'attente. C'est-à-dire que j'ai laissé les annonces en ligne. Comme ça, même quand c'est loué, j'ai des gens qui m'appellent. Je leur dis, écoutez, dès que j'ai une rotation, je prends vos coordonnées sur mon fichier Excel. Dès que j'ai une rotation, je vous rappelle. Donc en fait, j'ai une liste d'attente. Donc si j'ai quelqu'un qui part, j'ai tout de suite quelqu'un qui arrive. Comment on gère Alors tu vas me dire, t'as un contrat, toi type, toujours le même contrat ? Ouais, j'ai un contrat de bail, bien sûr. Tu pourras me le partager ou c'est un Google Doc ou un truc que je pourrais le proposer aux auditeurs ? Bien sûr, ouais. Cool. Et comment tu gères les loyers ? Parce que ça, c'est un peu relou. Tu demandes tu peux pas prélever en tant que particulier. Non, tu peux pas prélever, mais parce que ça, je le fais moi en professionnel. Tu fais un virement en fait. Tu demandes un virement auto. Tu demandes un virement auto. Alors, tu peux pas imposer un virement auto à un particulier, mais moi, je vais pas prendre en espèces ou un chèque, tu vois, parce que j'ai trop de locataires. Je demande un virement auto, moi, entre le 1er et le 5 du mois. Et entre le 1er et le 5 du mois, je bois mon petit café, je regarde mon téléphone et je vois les virements tous les mois. Ça, c'est un moment assez agréable. Tu pointes. Ok. Ouais, je pointe exactement. Moi, je trouve ça chiant en fait. Non, je t'assure. C'est l'argent rentre, donc c'est plutôt agréable. Et puis moi, je suis content quand les locataires sont contents aussi, quoi. Après, il s'agit d'être très pro, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas de turnover parce que ils me parlent sur WhatsApp. S'il y a un problème avec le syndic, je suis hyper réactif même le week-end. Mais c'est très peu de gestion en réalité. Tu vois, une quarantaine de locataires, franchement, c'est un fichier Excel. Il faut un très bon fichier Excel. Moi, j'étais nul avant sur Excel, donc il faut un très bon fichier Excel. Bien gérer ça, avoir un bon contact avec tes locataires. Tu vois, je pense que quand tu vois ton locataire, il faut s'intéresser un minimum à lui. Bonjour, vous êtes dans quoi ? Quelle est votre moto ? Ah, c'est sympa, j'aime bien cette marque. Tu vois, il faut montrer de l'intérêt pour la personne, pas juste être le méchant propriétaire bailleur des années 80, tu sais, avec un peu d'embonpoint et qui tape sur les doigts avec une règle. Je pense qu'il faut pas être là-dedans. Il faut être sympa et après, ils te le rendent bien, quoi. Ouais, c'est très clair. C'est très clair. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai eu par le passé, justement, sur des parkings, des gens qui payaient pas ou pas, non, pas qui payaient pas, mais qui payaient tardivement et qu'il fallait relancer. C'était relou. J'avoue que ça m'a saoulé. Moi, j'ai pas eu ça. J'en ai eu un seul sur Caran, je touche du bois, qui était effectivement, qui était un petit peu à la traîne. Mais j'ai appris à les cerner en fait et à pas travailler avec eux. Aujourd'hui, je peux choisir mes locataires. J'ai tellement de demandes qu'aujourd'hui, je peux avoir le luxe de choisir mes locataires. Tu demandes des loyers à l'avance, c'est ça ? Je demande pas le loyer à l'avance, mais je me fie à mon intuition. Ah, tu demandes pas un mois d'avance ? Non. 2 ou 3 Non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je demande, c'est vous payez le jour de la remise des clés. Maintenant, je vais plus les voir, en fait. J'envoie, j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi. Mais je demande l'encaissement de la caution. La caution, c'est 50 €. Voilà. 50 €, c'est à peu près la valeur du BIP ou à peu près un mois. Caution plus premier mois, bien entendu. Oui, c'est ça. Donc, tu as quand même un mois d'avance. Bien sûr. Caution premier mois. Ouais, caution premier mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui arrive, il a son scoot, il me donne grosso modo 100 € et je lui donne tout de suite le BIP neuf avec les piles qui fonctionnent. Et puis, il paiera 50 € le mois suivant. Le jour où il part, il y a un mois de préavis. Ensuite on part bons amis et c'est très bien. Donc c'est très light. Et tu en achètes combien là comment ça se passe ? Tu en achètes tous les 2-3 mois ou... J'en achète beaucoup, ouais. J'en achète beaucoup. Avant, j'étais en propre, donc en direct, tu vois. Maintenant, j'achète via des SCI à l'IS, donc en société. Alors, en propre, en direct, ça veut dire que
toi-même. Moi-même, je suis propriétaire. Tu étais propriétaire en propre, donc il y en a un certain nombre que tu as toujours comme ça. Donc, dont tu n'es toujours pas propriétaire. Enfin, je veux dire, tu es propriétaire, mais tu payes encore à la banque. Non, pas tous. Il y en a pas mal que j'ai payé en fonds propres. Ok. J'ai payé en fonds propres et après, j'ai fait des crédits, tu vois. Après, j'allais voir ma banque, je leur donnais tous les baux. Mais je te dis, ils m'ont pris pour un fou furieux, pour un martien. Ils comprenaient pas. Et après, ils ont compris ou pas, d'ailleurs, tu vois. Donc, j'ai acheté en propre et je conseille aux gens qui écoutent ce podcast de commencer en propre. Parce que tu as beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier, mais c'est une usine à gaz tout de suite. Tu vois, je discute avec des gens dans mes réseaux IMO qui veulent acheter tout de suite un immeuble de rapport à Nantes, à Angers, à Tours. C'est très bien d'acheter un immeuble de rapport, mais quand tu vas avoir la toiture, le ravalement, quand tu vas devoir faire ta propre copropriété, ça va être une usine à gaz. Donc, tu as intérêt à être rentier, riche, mais ou pas être salarié à côté. J'ai commencé avec 4 000 €, Mathieu, tu vois. Mon premier projet, c'était 4 000 €. Donc, mais sur le parking, t'as pas ces problèmes de toit, de machin. T'as moins ce problème-là, fatalement. Donc, la personne qui veut faire du parking, je lui conseille d'acheter une petite place pour démarrer en propre. Ça sert à rien de constituer une SCI pour un premier bien. Je croyais que tu voulais dire sans emprunt. Non, en propre. Oui, bien sûr. Tu commences pas avec une SCI directe. Si tu as un petit peu d'épargne de cash, tu peux payer comptant. L'intérêt, c'est le levier. Oui, c'est ça. L'intérêt, c'est de lever de la dette. Surtout au prix de... L'argent n'est pas cher. Tu vois, quand l'argent est 1,5 et qu'après, tu gagnes 10% de rentabilité, c'est très intéressant. Il ne faut pas trop expliquer ça aux banquiers parce qu'ils n'aiment pas qu'on se fasse de l'argent sur leur dos en général. Mais ils le savent plus ou moins. Mais après, généralement, ils savent que ce n'est pas nécessairement sur leur dos parce que s'ils savent que tu peux les rembourser. Moi, j'ai pas eu trop de proches comme ça, mais ok. Et... en fait, le truc potentiellement, finalement, un peu relou que tu peux vivre comme ça, c'est que... Alors, tu as une répartition du risque parce que tu as plusieurs biens à plusieurs endroits, plusieurs quartiers, mais tu as une gestion. Alors, toi, tu me dis que c'est pas grand-chose, mais de pas mal de petits... Tu vois, c'est comme dans un... tu parles de les univers de la fusion-acquisition. Les banquiers d'affaires vont te dire vaut mieux vendre une boîte à 500 millions que vendre une boîte à 5 millions parce que c'est à peu près le même travail, sauf que le fee est 100 fois plus élevé. Enfin, c'est pas exactement vrai, mais c'est un peu ça. Là, on se dit, en fait, tu fais plein de petites opérations. Alors, évidemment, ce qui est cool, c'est que tu peux les faire avec pas d'argent, quoi. Tu peux arriver avec 500, 1000 €, dire je fais un apport de 1000 €, j'achète une place à 10 000, finalement, ton banquier peut te suivre, quoi. Mais à la fin, tu as quand même beaucoup de biens qui sont pas homogènes. Toi, tu peux pas vendre toutes tes places d'un coup s'il y a quelqu'un qui les achèterait. J'ai des gens qui veulent acheter plusieurs lots, tu vois, qui savent ce que j'ai et qui sont prêts, qui m'ont fait des offres déjà. Mais effectivement, tout le monde me pose la même question. Les banquiers, ce matin, d'ailleurs, j'ai acheté une nouvelle place, j'étais chez le notaire avant de venir ici. J'ai acheté une nouvelle place et le notaire me dit... Tu veux dire que c'est pas pour moi que tu t'es mis en costume chemise? Le notaire m'a dit, vous m'enverrez le lien du podcast d'ailleurs, mais c'est marrant. Et on pense que c'est une usine à gaz, mais en fait, non, parce qu'il y a tellement peu de complications sur un parking. Si c'était 40 studios, il y aurait vraiment des problèmes. Vraiment, des chauffe-eau qui claquent, des problèmes, des coups de peinture à mettre, etc. Là, ce sont des parkings. En fait, c'est hyper simple. La seule difficulté sur un parking, c'est si tu as un monte-voiture, un monte-charge. J'ai quelques lots avec des monte-charges, mais je le déconseille parce que ça tombe en panne et les charges de copro sont plus élevées. Tu peux avoir potentiellement, ça m'est déjà arrivé, rue de Charonne, j'ai 6 places, j'ai le monte-charge qui tombe en panne. Le dimanche soir, le monte-charge, le monte-voiture. Ouais, donc il y a des places, ça, en effet, je les ai toujours fuies. Alors souvent, elles sont 20-30% moins chères. Bah forcément. Donc, mais les charges, elles sont 20-30% plus. C'est ça. Donc tu as ce qui est lié, finalement, mais tu as la place qui s'ouvre et en fait, tu rentres dans une sorte de cage qui va prendre ta voiture et aller la déposer quelque part. Ça, c'est encore plus compliqué. Alors ça, là, faut jamais acheter ça. Donc il y a plusieurs choses. L'idéal, c'est la rampe. Donc une rampe large. Souvent, les immeubles de parking des années 60-70, les rampes sont un peu fines. C'est l'enfer ici. Et si tu veux péter un pneu, si tu veux t'abîmer une jante ou exploser ton pneu, il n'y a rien de mieux. Ça m'est déjà arrivé. Donc le mieux, c'est quand tu as une rampe assez large. Ensuite, tu as le monte-charge ou monte-voiture classique, tu vois, comme un ascenseur. Donc ça coûte un peu cher et ça tombe en panne. Dans ta voiture et t'emmène. Le pire, c'est les monte-charge hyper sophistiqués. Il y en a vers la place de l'Étoile à Paris. Effectivement, où tu vas rentrer, tu vas appuyer sur le nom de ta place et ça va déposer ta voiture au bon endroit.
mais ça va être juste 50 € par mois de charge. C'est plus cher qu'un studio, tu vois. Donc ça, faut éviter. Donc ne vous laissez pas berner par ça. Si vous voyez un prix dans un super quartier à 15 000 € le parking, en général, quand tu soulèves le couvercle, il y a une mauvaise surprise. Voilà, il faut faire attention. Donc non, pour en revenir à ta question, c'est pas forcément une usine à gaz parce que c'est du parking, donc c'est assez simple, quoi. Et tu peux... toi, t'achètes pas des... Je me demandais en fait si tu pouvais en acheter comme ça à l'infini. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est ce que j'ai testé récemment, parce que je l'avais fait ici, c'est acheter des lots. J'ai essayé, moi, j'ai dû... comme j'ai déménagé personnellement récemment, j'ai revendu un parking... Alors, tiens, un truc spécifique aussi dans l'univers des parkings, il y a ce qu'on appelle le bail amphithéotique. Ouais. Donc, bail amphithéotique, moi j'avais, je sais pas si tu en as des comme ça ou non, voilà. J'ai jamais voulu acheter. Ça fait un peu peur parce que voilà, moi j'ai acheté un bail amphithéotique à, je sais plus, Vinci, c'est comment il s'appelle, je sais plus, cette grosse boîte d'immobilier. C'est Indigo maintenant. Indigo, exactement. Indigo, et donc en gros, tu es propriétaire du parking, mais sur un bail d'une durée déterminée. Et pourquoi tu as fait ça ? Alors, parce que là où j'habitais, alors c'est pas très loin d'ailleurs, j'ai déménagé à 500 mètres, mais en l'occurrence c'était 500 mètres de trop là pour le coup. Mais il y avait juste, quand tu vas vers Wagram, dans le 17e, il n'y a pas de place de parking, il n'y en a pas. Donc quand tu trouves un truc comme ça, si tu as une voiture et que tu veux pas la laisser dehors, eh ben... tu prends ce qu'il y a. Et en fait, il y a un marché, de toute façon. Donc, ça coûte cher. Ça coûte très cher. En l'occurrence, pour rien de cacher, cette place valait 60 000 € avec un bail amphithéotique. Ça veut dire que, je crois qu'au moment où on l'a acheté avec ma femme, on était à 48 années de bail. Et en l'occurrence, on a réussi, après 4 ou 5 ans, à la revendre au même prix. Parce qu'il y a toujours pas plus, il y a même encore moins de places, puis comme on le disait tout à l'heure, ils ont supprimé des places dans la rue et les gens veulent avoir des parkings pour leur voiture, donc ça vaut, en fait, ça les vaut toujours. Et donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que de temps en temps, sur des trucs qui, intuitivement, te sembleraient pas terribles, parce que tu te dis, attends, la valeur, elle va forcément diminuer parce qu'il y aura moins d'annuités, en fait, selon plein de paramètres, peut rester toujours intéressante. Exactement. En fait, tu mets le doigt sur une chose très très importante, c'est qu'il y a beaucoup d'affect dans l'immobilier. Et le parking, ça a un côté pas sexy. Oh, il y a peu d'affect dans ton parking. Il y a un côté pas sexy dans le parking, tu vois, parce que c'est un cube de béton, c'est pas comme un appartement où tu vas faire un peu de homestaging, où tu vas faire de la déco, etc. C'est pour ça que le parking, ça a un côté un peu froid. Mais en fait, c'est du business. Et effectivement, les gens se disent, mais une place 50, 60, 70 000 €, c'est extrêmement cher, je veux pas faire ça. Mais en fait, si ça te rapporte, c'est de la finance, le parking. Si ça te rapporte derrière 7, 8, 10% de rentabilité, c'est toujours plus intéressant qu'un appartement. Voilà. Et c'est ça, dans ces quartiers, dans ces coins-là, une place de parking en location, c'est 250 €. Donc oui, c'est 250 €. Tu fais le calcul. Alors, en renta, c'est moins bien que ce que tu nous as dit tout à l'heure. Si tu mets 2 motos dessus, c'est peut-être bien, mais je sais pas. Ouais, ça doit être des motos très chères. Non, mais tu mets une belle voiture. Après, moi, j'ai une stratégie un peu différente, c'est que j'ai acheté des parkings dans des quartiers montants. Parce que j'ai essayé de comprendre quel est l'avatar, quel est mon client type. Tu vois, je suis allé dans la psychologie, je suis allé loin en fait dans mon truc. Je me suis pas dit, tiens, je vais acheter un parking dans un beau quartier de Paris. Je me suis dit, quel est mon client type ? Et mon client type, c'est quelqu'un, tu vois, qui a entre 30 et 50 ans, qui est cadre la plupart du temps, qui bosse dans des entreprises un peu innovantes, qui a fait des études, qui veut se faire plaisir, qui achète, tu vois, une belle moto, un peu vintage, un peu bobo. Et lui, il va être prêt à mettre 50 €. Et il va habiter plutôt dans tel et tel quartier. Il va habiter dans le 11e, dans le 18e, etc. J'ai pas visé le client patrimonial. Parce que j'allais dire, ce profil-là, de plus en plus, il n'a pas de voiture. Mais exactement. En effet, sur la moto, il suffit de laisser ta moto 2 mois dehors, d'avoir pris un coup de cutter sur ta selle, juste pour aucune raison, pour te dire, ok, en fait, ma selle, elle coûte 500 balles, donc de toute façon, je préfère me payer un parking. Quoi. Exactement. Après, dans une vision plus patrimoniale, on peut acheter aussi dans les beaux quartiers où là, les gens habitent dans des immeubles anciens, en pierre de taille, haussmanniens, etc. Et là, ils voudront toujours avoir leur voiture pour aller dans leur maison de campagne, et là ils seront prêts à payer 200, 250 € par mois, ça c'est sûr.
Donc ouais, les paramètres avant d'acheter et de voir si on achète cher, pas cher, etc. C'est pas oublier donc le quartier. Est-ce qu'il y a beaucoup de parking ou pas? Offre-demande. Exactement, offre-demande. Tu vois, il faut savoir, faut viser un quartier partout en France. Hein, vraiment, je parle de la France entière. Un quartier où il y a une grosse densité de population et où il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas d'offre de parking. Ça, c'est une chose très importante. Et des places extérieures, d'ailleurs. On peut pas se garer. Tu vois, moi, là où j'achète, on peut pas se garer. Tu te gares 30 secondes, t'as une amende tout de suite. Ouais. Et il y a des endroits où tu mets 45 minutes à trouver une place. Donc, ok. Donc ça, c'est, on va dire, l'environnement. C'est-à-dire environnement, peu de places extérieures et peu de places de parking. Donc offre limitée, on va dire, dans l'absolu. Demande importante parce que densité de population. Après, il y a le structurel, on l'a dit. Donc pas de robot qui te met à ta place. Les charges, Mathieu, il faut que les charges ne soient pas trop élevées. Ok. Je dirais, pour une place de parking voiture standard 5 mètres de long sur 2 mètres 50, il faut que les charges soient inférieures à 20 € par mois. Tu vois, il faut qu'elles soient entre 15 et 20 € par mois. Là, il n'y aura pas de monde voiture, ce sera une rampe, c'est correct. Voilà. Donc ça te permet de voir si c'est bien géré. Tu vois, si le syndic va pas t'ouvrir en deux quand tu vas acheter. Donc ça, c'est important, les charges. Donc premier élément, effectivement, ça va être l'emplacement. Hein, l'emplacement dans l'immobilier. Pour les parkings, c'est pareil, c'est toujours la même règle. Deuxième point, ça va être effectivement les charges. Les charges, donc pas de monde voiture, une rampe, charge faible. Les caractéristiques après, je dirais, c'est-à-dire ce qu'on disait, c'est la taille. Alors, je parlais des box, mais aussi, donc des box des années 70 trop petits pour des voitures grosses, mais aussi, toi, par exemple, une place de parking un peu plus grande, ça te permet de mettre une moto de plus, tu vois. Alors, ce qu'il faut faire, si on va dans le standard. Tu vois, dans le standard, il faut une place de bonne taille. La règle en général, c'est 5 mètres de long sur 2 mètres 50 ou 2 mètres 30 ou 2 mètres 40 de large. Et il faut qu'on puisse circuler facilement. Hein. Tu vois, parce que dans les années 70... 5 mètres sur 2 mètres 40, en gros. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a pas de règle exacte, mais en gros, c'est ça. Après, moi, me concernant, j'ai été assez agressif dans l'investissement. Donc, j'ai fait exprès d'acheter des places atypiques. Ouais. Pour qu'elles soient dévaluées d'un point de vue du prix. Donc moi, tu vois, les places biscornues en triangle, en losange, dégueulasses, etc. Moi, ça m'a plu. Pourquoi? Parce que je les ai négociées moins cher. Et t'avais en tête moto, toi? Ouais, moi j'avais en tête moto tout de suite. Donc c'est-à-dire que je faisais la visite, on redescendait, je disais à l'agent, moi je fais une offre tout de suite. J'envoyais un mail et c'était réglé. Et j'ai acheté des places. J'ai acheté une place rue de Sèvres. Une place rue de Sèvres, c'est 60 000 € à peu près. J'ai acheté une place rue de Sèvres qui était un peu plus petite parce qu'on pouvait y mettre qu'une Smart. Donc en fait, personne ne voulait l'acheter. Personne, parce que les gens qui sont prêts à mettre 70 000 € de Sèvres, ils ont un gros 4x4, ils ont une grosse voiture, une voiture de collection. Donc, la personne qui a la Smart voulait pas mettre autant. Moi, j'ai rien dit, j'ai dit OK, on y va. Il était affiché 13 000 net vendeurs. Je suis monté, on a fait la visite, on est remonté, j'ai dit 11 000, je fais une offre tout de suite. En fonds propres, il n'y a pas de crédit, et je l'ai acheté 11 000 €. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui veut me l'acheter 35. C'était il y a 2 ans. Et on a revendu déjà des places ? Alors non, j'en ai pas revendu. C'est pas ma stratégie de revendre. Ça reviendra dans l'arbitrage. Mais aujourd'hui, je préfère avoir des rentes qui tombent, tu vois, des revenus locatifs. Je suis plus dans une optique de cash flow. Je veux des revenus locatifs qui tombent plutôt que de l'épargne. Parce que l'épargne, qu'est-ce que je vais en faire ? Ouais. À part faire plaisir à mon banquier, oui, il serait content que... Ta maman aussi, elle est contente. Ouais, c'est vrai. Elle aime bien ce que je fais quand même. Et d'accord, du coup, non, mais je comprends. Et j'imagine qu'en plus, la fiscalité sur la revente, c'est comme tout IMO, c'est quoi, 30% en gros en fait, plus-value. Oui, tu es exonéré de plus-value si tu fais moins de 15 000 €. Mais oui, il y a une plus-value fatale, effectivement. Et puis la plus-value... 15 000 € par an, pas par pièce. Ouais, quand tu fais 15 000 €, quand tu revends pour 15 000 €, tu vas être exonéré de plus-value. Moi, j'ai pas une stratégie de revente. Okay. Parce que j'estime que j'ai pas besoin d'argent sur le compte. Non pas que je sois assez riche pour ça, mais c'est que je vois pas le projet. Je préfère avoir, tu vois, 2, 3, 4 000 € qui tombent tous les mois sur le compte que ça. Ah, voilà. Je voudrais revenir juste sur combien à peu près ça fait de revenus par mois et combien de charges en gros aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais finir sur notre petit récap. Faire attention, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que je disais les caractéristiques, donc largeur, ouverture, etc. De temps en temps, même la hauteur, ça peut compter. Voilà, tu fais pas forcément bien gaffe. Tu l'as dit, la rampe, très important parce que... Alors, de temps en temps, l'acheteur, il s'en rend pas bien compte. Hein. C'est-à-dire que s'il vient à pied et qu'il rentre pas sa voiture, il se rend pas bien compte qu'il faut manœuvrer 4 fois pour aller rentrer de sa voiture et que c'est relou. Mais voilà. Il y a une chose aussi importante, c'est qu'il faut pas que ce soit trop bas.
pas parce que les gens ont peur. Les femmes ont peur. Moi, j'ai de plus en plus de femmes qui achètent des motos et j'ai des locataires de femmes de plus en plus et elles ont peur si c'est au 4e sous-sol et qu'il n'y a pas de lumière. Donc, c'est mieux si c'est au 0, au -1 qu'au 4e, au -5. Oui, et tu le disais tout à l'heure, je pensais à ça parce que selon les parkings, tu vois ici, il est un peu glauque, etc. Selon les endroits où tu es, tu as des beaux parkings bien éclairés, tout repeint à neuf, etc. Et en fait, ça, quand même, c'est moins flippant que la vieille place de parking un peu, tu vois, taudis, quoi. Mais c'est souvent taudis si on prend la ville de Paris parce que ça a été souvent délaissé. Mais effectivement, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il n'y ait pas trop de mauvaises odeurs. C'est pas sexy le parking par définition. Et puis avant de remotiver une copro pour leur dire on va repeindre tout, on va faire un beau parking flambant neuf, je pense que les gens ils te disent t'es sympa mais c'est pas une priorité. Si vous le sentez pas, achetez-le pas. Voilà, c'est hyper important de regarder la technique et puis de se faire à son intuition aussi. Ok, ça c'est intéressant. J'avais pas noté en effet le -3. Très important, très important. Et c'est un axe de négociation aussi. S'il y a une place qui vous plaît, qui est au -3, au -4, vous négociez. Vous dites mais mes locataires ils vont pas descendre autant. Et vous verrez qu'il y a moins de voitures au -3 qu'au -1. J'ai le souvenir d'un parking qui devait être un Indigo, mais rue Saint-Denis. Il me semble qu'il y avait un -7 ou un -8. T'allais vraiment très. Ça, c'est pas possible. Incroyable. Ça, c'est pas possible. Si c'est un temps fou, la personne, elle met 15 minutes pour faire. Et on peut penser à d'autres usages, parce que je veux dire, typiquement, je sais pas moi, le boulanger qui veut stocker 2-3 trucs dans un box, un autre marchand, etc. Ça sert aussi d'extension dans des villes où le mètre carré est très très cher. Ça, c'est des possibilités. Où est-ce qu'on se projette en fait avec tout ça ? Alors, où est-ce qu'on se projette ? Il faut être créatif. Je pense qu'avec l'immobilier, les parkings en règle générale, il faut être créatif. Il y a des nouveaux usages. On l'a vu au départ, le parking, c'était dédié à la voiture. Donc, Paris a pris de l'avance sur le 2 roues et ça se développe aussi partout en province. Mais les gens qui me contactent, qui me disent est-ce que je peux faire pareil dans ma ville ? Je leur dis oui. Donc, tu as eu le scooter, la moto qui marche bien. Maintenant, de plus en plus, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dessus d'ailleurs, qui font le vélo électrique et même des trottinettes. Tu vois, ils prennent une place et ils font du marquage au sol et puis ils accrochent des ancres, des attaches pour caler des trottinettes, caler des vélos électriques. Parce que les gens se font engueuler par leurs femmes quand ils montent leur vélo dans la cage d'escalier, tu vois, ou qu'ils le mettent sur le balcon ou pire dans le séjour. Qui a mis en bas de chez elle un arceau pour sa poussette, tu vois. Non, ou une poussette, ça pourrait. Tu vois, je veux dire, on n'a pas tous un local à vélo, on n'a pas tous une cave. Donc effectivement, il faut être créatif. C'est en train de bouger. Et parce qu'en effet, en se projetant après, peut-être après la voiture, là, on parlait récemment de projet de faire des trucs de five, tu sais, des foot en salle, par exemple, et dans des endroits où la densité de population est très importante. En effet, tu vas pas faire ça dans un immeuble, etc. En fait, tu dis jouer. Tu voudrais jouer au foot dans un parking ? Bah, si un five, si t'as un parking aménagé, je veux dire, avec que des fives. J'ai pas pensé, tu vois, mais c'est une super idée. Tu peux te projeter sur des usages très très différents au bout d'un moment, en plein centre-ville, là où les mètres carrés sont complètement débiles à 15-20 000 euros en surface. Tu peux te dire, qu'est-ce que je peux faire sous-sol, quoi. Il y en a qui jouent de la musique déjà. J'ai certains parkings où il y en a qui jouent de la musique, tu vois. Ils se mettent là, on entend de la musique, c'est sympa. Mais le foot, j'y ai pas pensé. Je sais pas si la copo serait d'accord, la copropriété, mais c'est une bonne idée. En tout cas, effectivement, j'avais pas pensé à cette idée. Mais je pense que tu vois, il y a plein de choses qui vont bouger dans le parking. Et t'as toujours des sceptiques. T'as toujours des sceptiques qui vont dire oui, mais attends, tu comprends. Moi, j'ai des investisseurs qui veulent rentrer, tu vois, avec moi sur des sociétés, sur des gros projets, des gros lots, et ils me disent oui, mais tu comprends, ça va disparaître, etc. Alors, premier élément, j'ai pas de boule de cristal. Dans 20-30 ans, je suis incapable de dire ce qui se passera. Et deuxième élément, il faut s'adapter. Et si tu es sceptique, tu passes jamais à l'action. Et ce qui est important, c'est d'y aller, quoi. Donc, il y a encore des places à prendre dans le parking. Le ticket d'entrée est pas trop élevé. Donc, vous pouvez y aller. Je veux dire, on est dans un pays où on a une chance énorme, c'est de pouvoir faire du crédit. T'as un SMIC, tu peux emprunter aujourd'hui. Va faire ça aux États-Unis. Donc on est dans en effet, un truc très très accessible. Je suis très content de faire ça sur la martingale parce qu'en effet, voilà, moi de temps en temps on peut me reprocher de dire, j'essaye de faire un peu de tout. Et d'ailleurs je voudrais aller sur la suite. C'est-à-dire que moi maintenant t'es plus sur des trucs accessibles. Enfin on parle de l'eau, etc. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de se projeter sur les montres, les voitures, les sacs, parce que de temps en temps aussi dans tout ça, quand tu ouvres les écoutilles, tu peux faire des gros coups de fusil, des belles affaires, etc. Et le parking, pour moi, on a fait partie à plusieurs reprises. Donc en effet, si jamais là maintenant je me mets à ta place, moi j'ai fait une fois un lot.
ici. Toi, j'ai l'impression que tu te projettes un peu là-dessus. Là, on arrive dans un jeu de... Alors, t'es passé petit à petit avec un small play, quoi, en étant tout petit. Ouais. Et petit à petit, t'arrives avec tes 40 parkings, donc t'es fort maintenant, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux montrer que tu... Pourquoi t'es fort ? Parce que déjà, t'as des assets, t'as des revenus. Combien de revenus ça fait par mois à peu près ? Tu sais ? Ça fait plus de 2000 euros, un peu plus de 2000 euros qui tombent sans rien faire, quoi. D'accord. Tu as donc tous ces revenus. Attends, ça fait 50 euros par parc. Ouais, parce que pour des, je les ai divisés en moto, ça fait 50. On a un peu plus de 2000 euros. Certains sont en propre et d'autres sont en société. D'accord. La plupart sont en propre. Et là, je vais aller sur des beaucoup plus gros projets avec des financements importants. Voilà, donc quand tu sais montrer que tu as déjà géré ça par le passé, tu peux aller te projeter ensuite sur des parkings ou des lots sur lesquels tu vas rassurer des investisseurs, tes banquiers, etc. Ouais. C'est un peu l'idée. Bah moi, c'est des investisseurs privés, tu vois, par exemple, Business Angel, etc. Où on va pas. Il faut commencer petit, effectivement. Si tu arrives tout de suite en disant, c'est pas très risqué en fait. Tu fais un fichier Excel, un prévisionnel, c'est pas très compliqué, tu vois. Et là-dessus, quand tu vas sur des lots, t'as d'autres big players en face. Ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, j'imagine que tu arrives dans des trucs où les coûts sont peut-être plus difficiles parce que quand tu veux acheter 10, 15, 20, 30, 100 places de parking d'un coup, je pense à Sylvain Chavry dont on parlait, que tu connais de loin, que je connais un peu aussi, qui lui en achète par dizaines, cinquantaines, centaines. Finalement, à un moment, les gens ont identifié qui sont les gros joueurs dans le game et c'est vers eux que tu vas aller. Là, il va y avoir un jeu d'enchères un peu plus important. Bah, là, après, c'est un marché d'investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu entre la personne qui commence from scratch, ce que j'étais, et puis les institutionnels. Entre les deux, il y a des investisseurs dont tu parles. Et là, c'est un marché assez confidentiel, même si les investisseurs posent sur aussi Le Bon Coin. Hein, tu vois, je trouve des lots qui appartiennent à ce type d'investisseurs sur Le Bon Coin. Donc en fait, on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'institutionnel énorme et on n'est pas non plus dans le petit particulier. Donc là, il y a un coup à faire sur des lots, pour répondre à ta question, entre 5 et 20 places. Entre 5 et 20 places sur des produits entre 100 000 et 600 000 euros. On peut trouver via du réseau, même sur Internet. Donc déjà, moi, je vais m'orienter vers ces produits-là sur des tickets à 400 000 euros. Et après, si je veux aller beaucoup plus fort, là, effectivement, tu as des institutionnels et là, tu rentres dans la cour des grands. Parce que là, moi, j'ai essayé un truc et je me suis foiré, tu vois. Donc, en vendant mon autre place de parking, je me suis dit, bon, attends, maintenant, j'en loue une. Alors ça pique, tu vois. Ça pique fort. Parce que du coup, je me retrouve un peu de l'autre côté de la barrière à payer un propriétaire. Et tu payes cher. J'ai trop honte. Ouais. Oui, beaucoup trop cher. Mais j'ai pas le choix. Et puis, c'est juste en bas de chez moi. Mais juste en bas de chez moi, tu vois. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et en fait, quand j'ai acheté... quand j'ai pris le bail pour louer dans ce parking dans lequel il y a 150 places, je pense, ça a été un parcours du combattant. C'est-à-dire que pour réussir, j'ai quelqu'un de mon immeuble, mon voisin, qui me dit « Tiens, appelle Mathieu, telle personne, et puis c'est elle qui gère les parkings. » J'appelle telle personne, on me dit « Ah non, on n'a pas de parking ici. » Je dis « Mais elle est pas là, madame machin. » On me dit « Non, elle ne travaille plus ici. » Puis ça me saoule, puis j'en avais besoin quand même. Entre-temps, je vends l'autre, j'ai ma voiture dehors, je rappelle, et on me dit non, mais on fait pas de parking. Je dis mais qui est la boss de madame machin ? Et on finit par passer la boss, et on me dit ah non, on fait pas de parking, nous on fait pas de location, de toute façon, pas de parking. Là tu te dis bon, ok. Et en fait, le parking il est à moitié vide. Donc, et tu comprends pourquoi, puisqu'il y a une sorte de barrière à l'entrée pour la location. Et puis je finis par rappeler la boss et je lui dis mais il y a un truc qui va pas, tout le monde me donne, parce qu'entre-temps d'autres gens m'avaient donné le numéro, tout le monde me vote le numéro, vous avez forcément un parking. Elle me dit bon, je vous rappelle, elle me dit ah oui, en effet, on loue bien un parking, etc. Et finalement j'ai réussi à avoir ma place. Et en fait, il doit avoir un rendement tout pourri, puisque en fait louer un parking c'est le parcours du combattant et la moitié des places sont vides. Je me suis dit, voyant vert, je vais racheter ces parkings, tu vois. Quitte à, tu vois, faire une offre sur 100, j'ai pas forcément les moyens tout seul, etc. Mais je me dis, je trouverais bien un Alexandre dans les parages qui dira, bien, je t'en prends 40 avec toi. Et en fait, ils veulent pas le vendre parce que c'est des grosses institutions. Est-ce que tu crois que tu peux, à l'envers, réussir à faire des coups
enfin, à la fin, j'ai mis des mois à voir la bonne personne chez Decra, je crois, et qui m'a dit non, mais on ne le vend pas. Et je leur ai dit, mais c'est aberrant, vous avez une rentabilité de merde. Elle me dit oui, mais bon, c'est des trop gros institutionnels, tu vois. Bah maintenant, les institutionnels, ils passent par des startups pour utiliser ces places en mettant des motos, des trottinettes, des vélos, etc. Donc il y a des startups qui se créent justement pour faire une sorte de guild management. Bah, exactement, ouais. Exactement. Donc ça, c'est une vraie tendance. Et moi, je vais investir aussi sur des sociétés comme ça. Donc moi, je suis pas sur ce créneau-là. Moi, je suis sur le créneau du particulier et bientôt de l'institutionnel qui investit dans les places de parking et qui les met en location. En fait, j'ai conçu mon truc comme un vrai service en me disant... il y a deux postures. Tu as soit la posture de l'investisseur privé, comme celui qui va acheter des montres, par exemple, qui va se dire, bon, bah, ok, ça va gagner de l'argent, ça va se valoriser avec le temps, je vais tirer un loyer de la place de parking. Et il y a celui qui pense comme une start-up en se disant, je vais proposer un vrai service à la personne. Je vais proposer un service. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais proposer un service à la personne qui se fait plaisir en achetant un 2 roues pour 45 €, 50 €. Il va mettre sa moto à l'abri. Il va prévenir son assureur, il aura une petite baisse du prix parfois, ouais. Et tout le monde est content en fait. Tu vois, c'est une prestation de service. Non, c'est pas prévu. Non, mais tu vois, c'est vraiment une prestation de service, quoi. C'est plus là-dedans. Donc, voilà. Ok. Écoute, intéressant. Donc, toi, tu as choisi de découper tout ça. Tu fais pas du tout de voiture? Je fais pas de voiture, non, c'est un choix. J'ai des voitures qui me demandent maintenant de plus en plus, donc je vais peut-être leur en louer, mais je gagne moins d'argent et en fait je fais ça pour l'argent, pour gagner. Oui, tu fais pas ça pour la beauté du parking. Non, j'ai pas une appétence avec le béton. Je suis pas amoureux du béton, tu vois. Les 3 lignes blanches, j'ai bien aimé les 3 lignes blanches. Vraiment... Voilà, j'ai pas d'appétence. Non, j'ai vraiment ça pour l'argent parce que j'ai commencé, j'avais rien et j'avais faim en fait. J'avais vraiment faim de m'en sortir. Et tous mes potes à l'époque me disaient mais quel est l'intérêt d'acheter un parking pour gagner 45 € par mois, tu vois, il y a un côté besogneux. Mais comme tu le dis, le besogneux il se fait qu'une fois, c'est au début, après c'est une inertie de ouf en fait. Exactement. Et en fait moi j'ai mis en place un process, tu vois, c'est comme un cuisinier qui fait un gâteau au chocolat très bon et en fait après il le fait à tous ses potes. Ben moi, j'ai trouvé un process, tu vois, avec une pauvre place où tout le monde se foutait de moi à 45 €. Et puis, j'ai fait 1, 2, 3, 20, 30, 40, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est de trouver là où vous êtes à l'aise, de vous lancer et après de développer le process et de décliner, quoi. Et si un jour, le marché, il se retourne, bah là, tu pivotes. Change de business model, c'est pas grave. Ok. Bon, je préviens les auditeurs qui se sont dit c'est génial l'idée de la parking à poussette. Je suis pas certain qu'on ait eu l'idée du siècle. Ça peut, hein. Faut être créatif en fait. Mais c'est comme tout, c'est comme dans les apparts, tu vois. Il faut être créatif et avoir un coup d'avance, quoi. Ouais, il faudra qu'on parle des caves. Là, récemment, j'ai des gens qui ont essayé de me vendre des caves dans le 17e. Des caves, j'ai pas acheté. Tu vois, j'ai pas acheté de cave. Ouais, je trouve ça chaud là. On proposait des caves à 10 000 €. Moi, conceptuellement, rien, ouais. Tu vois, on dit ouais, tu peux mettre plein de trucs. Je l'ai refaite complètement. Elle est belle, elle est toute blanche. Bon voilà, si quelqu'un est intéressé, j'ai quelqu'un qui vend une cave. Mais si vous avez des super parkings, en tout cas, vous voyez, Alexandre, moi-même, on sera intéressé des lots de super beaux parkings. Ah, tout à fait. Belleville, un peu partout. Top. Écoute, bravo. En tout cas, c'est chouette petit à petit de voir en fait qu'en commençant avec un parking et sur un marché en effet qui est accessible une fois de plus avec du levier d'emprunt, ça coche quand même pas mal de cases. Avec peu de risques, ça peut s'effondrer, mais enfin, ça va pas s'effondrer du jour au lendemain, quoi, a priori. C'est pas très volatile, tu vois. On n'est pas dans la bourse. Moi, j'avais besoin d'être rassuré, tu vois. J'ai un côté où j'aime bien. Je suis à la fois fougueux, mais j'ai besoin d'être rassuré. C'est vrai que le parking, c'est un côté rassurant. Je pense qu'il va y avoir une carotte assez rapide, quand même, au parking avec charge, avec la prise. Que ce soit en 2 roues ou en... Je veux dire, le nombre de voitures hybrides qui est en train d'être vendues, hybrides rechargeables, ce qui est mon cas, tu vois, moi, je peux pas la charger, tu vois. On a le droit à la prise. Le droit à la locataire aussi ? Alors, il faut que tu en parles à ton propriétaire bailleur, mais tu as le droit à la prise, tu as le droit de pouvoir bénéficier d'une prise pour recharger ton scooter ou ta voiture. C'est peut-être un moyen de le forcer à me vendre, parce que ça va le saouler de me coller des prises, quoi. Ah oui, ça va lui coûter cher. Donc, soit c'est la copro qui fait ça, mais en général, la copro, dès qu'il faut sortir un peu d'argent, il recule des cas de fer, ou alors c'est le propriétaire bailleur. Mais en tout cas, on a le droit à la prise. Ok. Tous dans nos parkings. Je te remercie, Alexandre. Est-ce que tu as une autre martingale ? Parce que là, tu as une belle martingale, mais ma question traduit pour mes auditeurs, mes invités, pardon. C'est quoi ta martingale à toi ?
Alexandre, on a compris que le parking était pas mal. Mais le parking, c'est pas mal. Après, j'aime beaucoup de choses. J'aime les montres aussi. Tu fais de l'investissement ? Je fais de l'investissement dans les montres. Ouais, j'aime beaucoup les montres depuis une quinzaine d'années. Donc, d'accord, tu es plutôt dans la montre que tu peux acheter et revendre, pas dans la montre dépense. J'ai fait des coups de fusil. Okay. J'ai fait des coups de fusil, j'ai acheté des montres effectivement que j'ai revendues. Quelle marque ? J'ai fait des coups de fusil chez IWC, Cartier par exemple. Et après, dans des marques comme Rolex, j'aime bien les porter. J'apprécie leur histoire et ça prend énormément de valeur. Donc tu les achètes où ? Je les achète neuves la plupart. J'en ai acheté d'occasion une petite Rolex Explorer que j'ai revendue très peu cher et qui maintenant a fait x3. Mais j'adore les montres, j'ai toujours aimé les montres. Tu vois, il y a un côté très symbolique aussi à la montre qui est intéressant. Et c'est mon entorse à mon frugalisme parce que pour faire des crédits pendant longtemps, j'ai dépensé très peu, je vivais en dessous de mes moyens, j'ai fait beaucoup de sacrifices, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait énormément de sacrifices. Mais par contre, je me faisais plaisir sur les montres, tu vois. Quand je faisais une belle affaire, un super coup dans l'immobilier, je me disais, allez, j'ai quelques milliers d'euros, je m'achète une montre et ça me faisait plaisir. Après, ça pouvait être un voyage au Brésil aussi, j'adore le Brésil, j'adore voyager. Mais j'avais envie de marquer le coup. Donc, les montres, c'est un de mes plaisirs. J'aime les voitures aussi, mais bon, on peut pas circuler, donc. Ouais, je suis pas toujours d'accord sur l'entorse au frugalisme sur les montres. Quand tu achètes bien, en l'occurrence... t'as un bel objet qui prend de la valeur, donc t'es pas forcément dans un achat complètement débile. C'est un actif, en fait, effectivement. Moi, tu peux pas emprunter pour acheter une Rolex, généralement. Ouais. Ton banquier, il va pas être content, généralement. Je vois ça comme un actif. Effectivement, t'as raison. C'est-à-dire que pour moi, une belle montre qui prend de la valeur et qui t'apporte du plaisir aussi, c'est le but premier, c'est un actif et pas un passif. Donc, effectivement, c'est pas vraiment une dépense idiote. Ok. On peut te retrouver sur LinkedIn, je sais pas, ailleurs. Ouais, on peut me retrouver sur LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube aussi. Alexandre Lacharme, comme ça se prononce. On mettra les liens, évidemment, Lacharme comme le charme, mais voilà. Avec un A à la place du E. Voilà. Et écoute, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.